مرحبا بكم في Abra Talks. Welcome to Abra Talks. Bienvenidos a Abra Talks. ברוכים הבאים לאברה Talks. Bienvenue sur Abra Talks. Benvenuti su Abra Talks. Bienvenue sur Abra Talks, le podcast qui donne la parole à ceux qui transforment la région MENA grâce à leurs initiatives innovantes et inspirantes. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Laure d'Hauteville, créatrice et directrice du MENA Art Fair. Laure joue un rôle essentiel dans la promotion de l'art moderne et contemporain du monde arabe. Dans cette conversation captivante, nous explorerons ses inspirations, les défis qu'elle a rencontrés et sa perspective sur l'avenir de l'art au Moyen-Orient, particulièrement celui des artistes féminines. Découvrons ensemble comment l'art peut transcender les frontières et rassembler les cultures. Bienvenue Laure d'Hauteville, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur un épisode d'Abra Talks. Vous êtes une figure incontournable de l'art moderne et contemporain de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Vous avez été la pionnière dans la promotion de l'art de la région en rapprochant depuis une trentaine d'années les scènes artistiques occidentales, arabes et perses. Vous avez fondé de nombreuses foires internationales, de Beyrouth à Singapour, Abu Dhabi, Paris et Bruxelles, grâce auxquelles beaucoup d'artistes de la région MENA ont pu se faire connaître. Alors, votre passion pour l'art avait démarré lors d'une visite au musée du Louvre à l'âge de 12 ans. J'aimerais que vous nous en parliez un petit peu et que vous nous racontiez comment cette passion est née chez vous. D'accord. Merci beaucoup en tout cas pour cet entretien. Écoutez, effectivement, d'abord, je suis issue d'une famille très versée dans l'art, puisque mes parents et grands-parents étaient collectionneurs déjà à cette époque. Et quand j'étais petite, plutôt que d'aller dans les parcs d'attractions ou les choses qu'on fait pour enfants, mes parents et grands-parents m'emmenaient toujours dans les musées, ce qui me faisait pleurer tout le temps. Et un jour, ma grand-mère m'emmène au musée du Louvre, j'avais effectivement à peu près 12 ans, pour visiter cette incroyable exposition sur l'Égypte ancienne. J'étais tellement fascinée par tout ce que j'ai vu. Je suis restée vraiment très très longtemps pour une jeune fille à ce moment-là dans un musée. Et je me suis dit, ben, plus tard, quand je serai vraiment grande, c'est l'art de ces régions dans lequel je veux travailler et me spécialiser. Bon, c'est des choses qu'on dit quand on est jeune, mais en fait, après, ça ne m'a pas arrêté, Ça vous j'ai a pas pas arrêté lâché. après. Ouais, ça n'a pas lâché. Alors, racontez-nous un petit peu comment vous devenez la référence de l'art dans les pays du Levant. Ben, en fait, j'ai pas fait exprès. C'est que je suis partie en 1991 pour suivre mon ex-mari qui, lui, avait été muté au Liban, donc juste un an après l'accord du Taïf, pour une mission pour la Banque centrale. Donc, bien entendu, je l'ai suivi avec ma fille qui avait un an et demi à l'époque. Et là, je découvre, c'était pas les paillettes du Moyen-Orient comme je l'avais vu au musée du Louvre. Et c'était assez étrange et très rapidement, le pays était complètement détruit. Enfin, le centre-ville de Beyrouth, c'était la lune, hein. Il y avait des Mais trous c'était partout. plus la guerre déjà. C'était juste un an après l'accord du Taïf, donc si vous voulez, il n'y avait plus la guerre, mais il y avait tous les règlements de compte encore de l'après-guerre qui existaient. Mais je me rendais pas vraiment compte parce que je me sentais pas du tout impliquée dedans. Et puis je connaissais le Liban de par mon enfance aussi, puisque pendant la guerre du Liban, ma famille, c'est-à-dire mes parents, mes grands-parents, mes oncles et tantes, étaient famille d'accueil pour les Libanais qui fuyaient la guerre. Donc j'avais toujours entendu parler du Liban, mais pour moi c'était un password, un mot magique, mais sans vraiment comprendre ce que c'était. Puis de fil en aiguille, j'ai rencontré pas mal de personnes et puis je suis de nature curieuse, donc je suis allée visiter les galeries, voir comment la scène était. J'ai découvert des artistes que j'ai adorés, qui à l'époque étaient inconnus, comme Etel Adnan ou Huguette Callan, donc c'est plutôt amusant. Aujourd'hui, ce sont des stars. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré lors d'un dîner un très gros banquier libanais
qui est Adnan Kassar de la France à Banque et qui très rapidement m'a demandé de devenir la conseillère artistique de la banque et de m'occuper donc de gérer sa collection et de m'occuper aussi des acquisitions. Ce qui a été, Ça a été le tremplin absolu pour ah vous. oui, ça a été incroyable. Vous avez été aussi journaliste culturel pour le magazine Le Commerce du Levant. Racontez-nous un petit peu comment ça vous a permis d'approcher le maximum d'artistes possibles et de faire des rencontres absolument incroyables. Vous m'avez raconté des anecdotes fantastiques. En fait, être journaliste, c'est vraiment extraordinaire pour pouvoir, rencontrer toutes les scènes artistiques du Liban, de la région, mais aussi les étrangers qui venaient au Liban pour soit donner un concert, être présent dans une grande exposition, soit beaucoup, beaucoup de choses. Et le Liban a toujours été très florissant en art depuis toujours. Même quand il y avait la guerre, les expositions continuaient, les galeries changeaient de quartier en fonction de là où les bombardements allaient se faire, mais les expositions ont toujours continué. Il y a toujours eu des collectionneurs, il y a toujours eu des artistes. C'était incroyable. Donc effectivement, étant journaliste spécialisée dans la rubrique culture, donc je devais couvrir les expositions, je devais m'occuper aussi lorsqu'il y avait des grands rassemblements artistiques à Beyrouth ou dans les provinces libanaises. Donc étant donné que j'ai fait ça pendant 11 ans, j'ai acquis, et aujourd'hui d'ailleurs, mes articles sont demandés à droite et à gauche lors de grandes expositions qui sont en Europe, parce que j'ai des archives absolument extraordinaires, je l'avoue, Et c'est pour et ça que que vous êtes notre personne invité sur Abratos. et même aujourd'hui, par exemple, j'ai des jeunes qui préparent des masters ou qui font des recherches et qui m'empruntent, ou je préfère plutôt qu'ils viennent travailler chez moi parce qu'après, j'ai du mal à retrouver certaines archives que je leur prête. Donc, ils viennent travailler chez moi bien volontiers et j'ouvre mes archives, bien sûr, aux jeunes qui veulent en savoir plus. Donc, j'ai vraiment eu des archives absolument exceptionnel de 1995 à 2022. Quand vous allez voir toutes ces galeries, tous ces artistes, vous pouvez dire que le Liban, c'est une place incontournable dans l'art à cette époque. Vous diriez que c'est là que le bouillon a démarré sur l'art contemporain. Alors, à cette époque et aujourd'hui encore. C'est-à-dire aujourd'hui, le Liban, en fait, étant un peu entre le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, se plaçant géographiquement au milieu, et étant donné que Beyrouth est une ville portuaire, il y a eu énormément d'échanges. Beaucoup aussi en Afrique du Nord, mais le Liban, en fait, est la porte d'entrée vers tous les pays du Moyen-Orient et du Golfe. Donc il y a eu énormément de passages, étant donné que le Liban a été pendant très longtemps sous protectorat français et non sous colonie française. Il y a eu énormément de relations entre l'Europe et particulièrement la France et le Liban. Tous les plus grands artistes du monde, quels qu'ils soient chanteurs, comédiens ou artistes plasticiens, sont venus au Liban. Je vois, lorsque je relis sur certaines de mes archives, des artistes français et européens très connus qui sont venus et qui ont exposé là-bas. Le Liban, c'était vraiment un pays où il fallait être. Même dans la mode, C'est toutes ça. les grandes stars de la mode venaient à Beyrouth, avec le casino, dans les pays du Golfe ou dans d'autres pays du Moyen-Orient, il n'y avait pas de casino, donc les grandes stars venaient au casino de Beyrouth. Quel est le chanteur, que ce soit pour enfants ou pour adultes, qui ne soit pas venu à Beyrouth? C'était magique. C'était l'endroit où même la mode sortait d'abord à Beyrouth et après en Europe. Toutes les femmes étaient très élégantes, habillées au dernier cri parisien. En fait, je dirais que le Liban était un petit Paris bis, mais très élégant. Et les Libanais sont très cultivés. Ils parlent d'abord minimum 3 langues et leur diaspora après est dans le monde entier. Au Liban, aujourd'hui, on a 4 millions de Libanais, mais la diaspora est autour de 17 millions de Libanais répartis à travers le monde, dont 8 millions au Brésil. C'est extraordinaire. Quand on me demande comment j'ai réussi à monter toutes ces foires, je dirais encore une fois que c'est grâce aux Libanais et grâce à cette diaspora.
Oui, il y a beaucoup de nostalgie quand je vous entends sur cette période-là du Liban, qui était vraiment la fenêtre sur la modernité au Moyen-Orient. C'était une plateforme incontournable pour la modernité et l'art en particulier dans la région. Et d'ailleurs, les femmes artistes occupaient un grand rôle parce que dans d'autres régions, la femme ne devait pas être tellement mentionnée. C'était surtout l'homme qui était mis en avant. Dans les autres pays du MENA, c'était comme ça. Au Liban, les femmes artistes étaient très en avance sur leur temps. Je vois même par rapport à la sensualité ou la sexualité. Je vous citais tout à l'heure Ethel Adnan ou Huguette Callan, qui étaient des femmes qui n'hésitaient pas à exprimer leur sexualité sur leurs œuvres, mais de manière délicate, toujours avec beaucoup de poésie. Ça, on l'aurait vu difficilement dans d'autres pays. La femme a occupé une place et occupe toujours une place très importante. Dans le monde de l'art, la majorité des galeries d'art qui ont lancé les plus grands artistes aujourd'hui étaient tenues par des femmes. Les Diwan, qui sont les salons d'intellectuels où se réunissaient les intellectuels de la région, les grands courants d'art ont été lancés par des femmes. Les grands artistes, quels qu'ils soient, ont été lancés aussi par des femmes. Donc la femme est très à l'aise, elle a du caractère, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait s'affirmer, elle sait Ah ouais, s'imposer. ouais. Et ça, c'est un bonheur. C'est la femme du Moyen-Orient, mais particulièrement au Liban. J'imagine que ça vous a énormément inspiré parce que en tant que Ah, femme dans l'art et dans ce monde où d'abord vous êtes arrivé, vous connaissiez pas beaucoup de monde et puis ensuite vous vous êtes ouvert à tellement de choses. Vous avez enseigné le français, vous avez rencontré les plus grands, vous avez créé des foires qui ont une renommée internationale aujourd'hui. D'ailleurs, parlez-nous de la foire que vous avez créée en 1998. en fait, c'était un peu par hasard. Une de mes amies qui organisait un salon des banques, donc c'est pas très sexy, un salon des banques, un salon dans lequel les banques vendent des produits financiers, bon, sympa, mais... Et elle m'appelle et elle me dit, est-ce que tu pourrais m'organiser une animation artistique au sein de mon salon pour que ce soit un peu plus glamour? Donc je lui dis, ok, je commence à contacter et moi je voulais donner du coup un caractère un peu international à cet événement qu'elle me demandait, sur lequel elle me donnait 400 mètres carrés. Et en contactant les ambassades, en travaillant avec les galeries locales, avec les curators, avec les artistes, je me retrouve finalement à avoir créé un espace de 1200 mètres carrés, ce qui était énorme. Et tous les banquiers, en fait, se donnaient rendez-vous dans ce salon qui s'appelait Artuel. C'était fun, c'était de la vie, c'était des couleurs, c'était différents courants. Il y avait à peu près une quarantaine de galeries qui venaient d'un peu plus d'une dizaine de pays. C'était vraiment la joie. Et les galeries ont extrêmement bien vendu. Certaines galeries, d'ailleurs, qui ont commencé avec moi en 1998, continuent encore aujourd'hui à être avec moi, notamment la galerie Tanit ou la galerie Saleh Barakat ou la galerie Janine Rubez, donc ça fait vraiment mon bonheur de continuer à les avoir après toutes ces années. Et la presse libanaise titre Nous aussi, nous avons notre foire d'art contemporain. À l'époque, elle faisait référence à la FIAC. Bon, merci, c'est sympa de me comparer à la FIAC. Et moi, j'ai dit, mais pas du tout, j'ai fait ça juste une fois, c'était un travail chronophage de pouvoir réunir toutes ces galeries. Imaginez les formalités. À l'époque, on n'avait pas WhatsApp, on avait Internet, mais c'était pas évident. J'envoyais tout par fax. Enfin, c'était Mais vous l'avez fait avec brio et ça vous a donné l'impulsion pour faire le reste après. Parce que c'était complètement par hasard. On vous a demandé de le faire, c'est une opportunité et finalement ça a façonné votre carrière depuis. En fait, il faut jamais dire jamais, donc bah, j'ai fait une seconde, une troisième, et puis et ainsi de suite. Et on va dire que j'ai organisé des salons de 1998 à aujourd'hui. Comment vous avez réussi à collaborer avec tous ces artistes? Quel a été votre mode d'emploi, je veux dire, pour les aborder, pour aller les chercher, pour les trouver, pour leur dire de venir exposer? En fait, j'étais souvent invitée à droite et à gauche chez des collectionneurs qui, de fil en aiguille, voulaient me montrer leur collection.
Donc, en repérant des artistes que je trouvais intéressants, je leur demandais: «Est-ce que vous pourriez me les présenter?» Donc ça s'est passé comme ça et puis, quand on va dans l'atelier d'un artiste, il me dit: «Est-ce que tu connais tel autre artiste?» Et puis ça fait boule de neige et puis en lisant aussi, la presse locale, de savoir qu'il y avait, à un moment donné, une rétrospective à un autre endroit. À l'époque, on voyageait beaucoup et très facilement, donc j'allais de Beyrouth, j'allais très facilement à Damas. Damas, c'est 1 heure et demie de voiture de Beyrouth, donc c'est rien. Ou puis il y a aussi les banquiers qui étaient tous des mécènes à l'époque et qui soutenaient leurs artistes. En fait, c'est facile de fil en aiguille, de rencontrer un artiste, puis un autre et puis un autre. Puis j'ai toujours eu d'excellents rapports avec eux. Enfin, je dirais que ce sont non seulement des artistes, mais ce sont vraiment des amis. Aujourd'hui, ce sont mes amis incontournables. Quand j'arrive au Moyen-Orient, la première chose que j'ai à peine sortie de l'avion, c'est je rallume mon téléphone et j'ai une trentaine de WhatsApp en me disant: «Allez, viens, ce soir, on se retrouve à tel endroit, il faut que je te montre, mon nouveau travail, que tu me dises ce que tu en penses». Puis les artistes qui me disent: «Est-ce que tu verrais, certaines galeries en France, qui seraient intéressées par mon travail?» D'autres que je mets en contact pour qu'ils aient des résidences d'artistes. Enfin, tout ça, c'est je pense qu'il faut beaucoup d'amour aussi, Oui. Il y a et beaucoup de être passionné. générosité dans ce que vous transmettez, beaucoup, beaucoup de générosité. Beaucoup d'amitié, de ce que je comprends, c'est quand même des relations qui sont restées à travers les années et qui continueront, j'en suis sûre, Bah, par la toujours. suite. Est-ce que vous vous rappelez de défis que vous avez rencontrés dans la création de certaines foires au Moyen-Orient? Quels ont été les points d'accroche, les choses qui ont été difficiles à faire et à organiser? Paradoxalement, ce qui était difficile, c'est d'être une Française qui crée une foire, au Liban et au Moyen-Orient. Parce que, je ne voulais pas donner l'impression d'être encore les Français qui envahissent et qui donnent l'impression d'être des sachants. Et je vous dirais aussi paradoxalement que si j'ai réussi, les 2 foires de Beyrouth que j'ai créées, c'est aussi parce que, j'étais pas libanaise. J'ai aussi réussi parce que j'étais française, dans la mesure où, sur des sélections artistiques, certains artistes ne convenaient pas à nos critères. Certaines personnes m'appelaient en me disant: «Nous vous demandons de prendre cet artiste», un peu pour, sous forme de pression. Mais étant donné que je ne suis pas libanaise, j'ai pas de pression à recevoir parce que je suis toute seule au Liban, je suis française, je m'intéresse juste à créer vraiment, un lieu de rendez-vous et de faire rayonner le pays, non seulement, dans le pays même, mais à l'international. Je dis ça parce que la dernière édition de Beyrouth Art Fair en 2019, en 5 jours, a quand même accueilli, 36 000 visiteurs et des visiteurs qui sont venus de partout. Ça, c'est énorme. Même une foire qui fonctionne bien en France et qui démarre n'arrive jamais à ces chiffres-là de visiteurs et au niveau des ventes, de partout. Par la suite, d'ailleurs, j'ai organisé de nombreux groupes de collectionneurs, d'amis des musées, de toute l'Europe qui sont venus pour découvrir cette scène en organisant des déjeuners ou des dîners chez des collectionneurs, en privatisant des musées, en créant aussi tout un programme, hors les murs avec, des performances par-ci, par-là. C'était juste incroyable. Les gens venaient à Beyrouth pour faire la fête, pour découvrir l'art et aussi pour, le lancement de nouveaux artistes ou de nouveaux centres d'art ou de rencontrer les personnes clés pour pouvoir être au courant de ce qui se passe dans toute la région. C'était incroyable. Quand on vous écoute, on a envie d'être transporté dans cette partie du Liban et de faire partie de tout ce bouillon de culture là. Mais ça reviendra, il faut juste attendre un peu. Il faut y croire. Alors justement, comment vous percevez le rôle de l'art justement dans la promotion de la coexistence entre les cultures orientales et occidentales? Je pense que, au niveau de l'art de ces régions, en fait, il faut bien comprendre ce que les artistes, veulent dire. Parce qu'un artiste, il est témoin de son temps. Moi, j'ai toujours décelé,
des problèmes qui pourraient arriver en voyant ce que les artistes travaillent. Beaucoup d'artistes n'aiment pas vraiment parler d'eux et ne savent pas vraiment s'exprimer ou expliquer leur travail. Et c'est à travers leurs œuvres qu'on peut comprendre ce qu'ils ont voulu dire ou ce qui les dérange ou ce qu'ils ressentent et ce qui n'est pas avoué, ce qu'ils ressentent au fond d'eux, mais qui n'est pas exprimé. Ici, en Occident, le public regarde ces œuvres, mais ne comprend pas le contexte dans lequel il a été fait. Donc, en fait, de créer des liens entre les cultures d'Orient et d'Occident, c'est donner les clés de compréhension. Donc je trouve que c'est toujours très important dans les expositions ou les foires que j'organise de pouvoir avoir des médiateurs, donc des jeunes que je forme, à qui j'explique, tu vois, par exemple, à tel endroit, sur telle œuvre, l'artiste a peint ça parce qu'il a voulu exprimer telle ou telle chose. Chaque pays a sa manière de penser et de se représenter. Je vois par exemple aussi dans les pays du Maghreb, il y a eu aussi tout un courant qui a été fait d'artistes qui ont dit, bah maintenant, nous, on va vouloir s'exprimer comme nous on veut plus que ce soit les Français ou les Européens qui nous disent ce qu'il faut peindre parce que ça se vend mieux. C'est vrai qu'un tableau orientaliste se vend plus facilement, même si c'est un orientalisme rêvé, qu'un tableau d'art abstrait complètement contemporain. Donc, il y a eu beaucoup de choses et d'échanges qui ont été faits et c'est important de pouvoir redonner en fait au public le contexte dans lequel cette œuvre a fait par rapport à l'histoire et comment aujourd'hui, où on en est aujourd'hui et comment les artistes travaillent. C'est donner les clés de compréhension. Et je pense que quand on a les clés pour pouvoir comprendre euh, comment les artistes ont travaillé et créent par rapport à un contexte précis, en fait, les choses s'ouvrent à notre regard et on comprend. Donc, si je comprends bien, vous les exposez, mais en même temps, vous prenez des jeunes que vous formez pour expliquer les œuvres dont l'artiste a voulu parler. C'est pas Tout juste à fait. une exposition abstraite où Non, les gens viennent voir. Il y a vraiment un travail éducatif. il y a toujours un travail éducatif, mais il faut pas non plus tout expliquer. Parce que même nous, si on nous explique tout, il est où le rêve? Il faut savoir rêver, il faut savoir imaginer. Si on sait tout, c'est comme en amour. Si quand on rencontre quelqu'un, on sait tout du premier rendez-vous, alors on n'a plus le plaisir de la découverte. Même parfois dans des œuvres assez difficiles, des œuvres très, très dures, en fait, il y a beaucoup de sensibilité et beaucoup d'aller vers l'autre. C'est aussi, l'art pour certains artistes, c'est aussi un cri pour être écouté, pour être aimé, pour qu'on puisse comprendre. Donc je pense qu'il faut beaucoup de patience et heu et comprendre l'autre, c'est merveilleux. Parce que l'art, en fait, fait tomber les murs pour pouvoir se rassembler. C'est ainsi que moi je vois les choses et l'art de ces régions, ce sont des régions quand est-ce qu'on a commencé vraiment à parler de l'art, je l'appellerais entre guillemets, un art arabe ou iranien? Mais là, je vais parler de l'art arabe. C'est horrible ce que je vais vous dire, mais c'est vrai. C'est depuis le 11 septembre. Pourquoi depuis le 11 septembre? Partout dans la presse, on voyait ce qui se passait avec cet avion à New York, et cetera. Donc le public qui se mettait, sur, internet, en essayant de découvrir, qui ça pouvait être, et cetera, du coup, se sont intéressés un peu plus à leur culture, donc quelque part, aussi à leurs artistes. Il y a toujours eu des expositions, mais c'est vraiment à ce moment-là qu'on a commencé à sentir un intérêt. C'était vraiment au début très peu de réseaux sociaux commençaient, mais sur internet, on voyait déjà qu'il y avait des personnes qui disaient: «Ah, il s'est passé ça» et puis les artistes se sont mis à le peindre, mais à le peindre aussi en l'interprétant aussi de leur côté. Donc ça commençait à intéresser, les gens qui, du coup, ont commencé à vouloir en savoir plus sur l'art. Autrement, à part cet événement, il y a toujours eu un intérêt depuis toujours. Pourquoi? Parce qu'il y a eu toujours beaucoup d'échanges par, les écoles. Par exemple, l'école de Paris a toujours été très présente, au Liban, en Syrie,
aussi en Égypte. Et il y a eu aussi beaucoup d'échanges avec le Maroc et un peu avec la Tunisie. Donc il y a toujours eu des échanges. En fait, aujourd'hui, on appellerait ça un peu plus des résidences d'artistes. Mais à l'époque, c'était pas des résidences, c'était des professeurs qui venaient. Il y avait des échanges de professeurs pour pouvoir mieux se comprendre, justement. Et puis ensuite, ces professeurs, je pense notamment à un Français qui a été très important au Liban dans l'histoire de l'art libanaise, qui s'appelle Georges Cyr, et qui est venu pour enseigner l'art plastique au Liban, et qui en fait est toujours resté au Liban. Et aujourd'hui, ces œuvres qu'on retrouve à droite et à gauche ont des ventes aussi bien en France qu'au Liban, surtout, il se vend cher et c'est un aquarelliste absolument exemplaire qui a enseigné ces techniques à beaucoup d'artistes libanais et de la région du Levant, où les autres artistes venaient justement au Liban pour avoir le droit d'assister aux cours de Georges Cyr. Donc comme ça, il y a des exemples multiples. Mais le 11 septembre a été un moment important pour pouvoir s'intéresser réellement à l'art de ces régions. Est-ce que ce sont les guerres qui font que? J'espère que non. Disons que l'art, c'est toujours un moyen d'exprimer ce qui se passe dans la réalité. C'est ça, les artistes prennent appui sur ce qui se passe dans la réalité pour faire leurs œuvres et parler de ce qui les touche et de ce qui est important pour eux. Donc forcément, il y a une influence de ce qui se passe dans la réalité de leur vie Ils sont quotidienne. témoins de leur temps. Ils sont témoins de leur temps, exactement. Alors maintenant, je voudrais qu'on parle un petit peu du Main Art Fair. C'est la foire internationale d'art moderne et contemporain qui a pour vocation de mettre en lumière des artistes du Levant, du Golfe arabo-persique et d'Afrique du Nord, à travers une sélection rigoureuse de galeries de premier plan. En septembre dernier, vous consacrez le Main Fair exclusivement aux femmes et j'aimerais que vous nous racontiez ce qui a motivé cette décision et ce que ça a apporté dans l'art dans ces régions. D'abord, Ménard Fair est né quelque part de Beyrouth Art Fair, puisqu'en 2019, je fêtais avec brio les 10 ans de Beyrouth Art Fair. 3 semaines plus tard, éclate la révolution, qui a été très dure, et une chute vertigineuse de la livre libanaise face au dollar. La livre libanaise a été dévaluée à 98%. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, et impossible de pouvoir récupérer son argent dans les banques, puisque tout le monde voulait à ce moment-là récupérer son argent et les banques ne le laissaient pas, parce qu'autrement tout le Liban serait retombé dans la misère la plus totale. Et un an après, l'explosion du port de Beyrouth. Donc, suivi du Covid. Et je me suis dit, tout ce travail que j'ai fait pendant tellement, tellement d'années, c'est pas possible aujourd'hui que tout s'arrête. Et étant française, je décide donc pendant le Covid de me dire, et si je faisais une petite foire, ce qu'on appelle en anglais une boutique art fair, donc une foire à taille humaine où justement on puisse prendre le temps de parler avec les artistes, de parler avec les galeries, de comprendre ce qui se passe, pourquoi l'artiste a peint comme ça, de pouvoir organiser des groupes, de prendre le temps avec les groupes et non les autres foires qui sont absolument géniales, mais où il y a tellement de galeries qu'on ne peut pas avoir toutes les galeries d'un coup et on ne peut pas avoir des médiations sur autant de galeries, parce qu'à ce moment-là, on devrait y passer beaucoup plus de jours que la durée de ces salons-là. Donc, je me dis comment faire. On est en plein Covid et la loi française dit que pendant le Covid, les musées et les galeries sont fermés. Les seuls endroits en fait qui avaient le droit d'être ouverts, c'était les pharmacies, les supermarchés et les maisons de vente. Parce que les maisons de vente aux enchères dépendent du ministère des Finances et non du ministère de la Culture. Donc les maisons de vente avaient le droit de rester ouvertes. Donc je contacte mon ami Arnaud Cornette de Saint-Cyr
Et d'ailleurs, à l'époque, la foire 1,54, qui est la foire dédiée aux pays africains, avait fait une petite foire entre deux Covid, entre deux moments où on pouvait Entre circuler. deux confinements. Voilà, avait tenu sa foire 1,54, qui est une foire que j'adore, chez Christie's à Paris. Et donc là, je dis à Arnaud, bah écoute, pourquoi est-ce qu'on ferait pas Ménard Fair, justement, dédié au pays du Ménat, chez toi, avenue Hoche. Sachant que les cornettes de Saint-Cyr, donc je parle cornette père et cornette fils, ont toujours eu une affection très particulière pour les pays du MENA. Je pense notamment au Maroc, mais aussi au Liban. Ils ont eu quelques interventions caritatives silencieuses pour pouvoir aider ces pays. Ils ont beaucoup de générosité. Et Arnaud m'a dit, ben, yallah, on y va. Et c'est comme ça que j'ai lancé cette foire. Et je pouvais être contrôlée de toutes les manières qu'il faut. On était chez un commissaire-priseur. Et là, ça a été le seul événement qu'il y avait à cette période-là. Donc la presse a été dithyrambique. Les gens se disaient, oh, enfin, on va respirer, on va visiter une foire. Bon, tout le monde devait porter le masque. Donc j'avais mis à l'entrée des masques de toutes les couleurs pour représenter les couleurs et la lumière de tous ces pays. Et il y avait une super ambiance, c'était absolument génial. Et puis ensuite, 2e, 3e, 4e, et cetera édition. J'ai fait une édition à Bruxelles avec un bonheur infini à la fondation Bogossian, qui est la villa en pin, qui appartient à Jean Borossian, qui est moitié arménien, moitié libanais, enfin arménien-libanais, et qui est aussi dédié aux cultures d'Orient et d'Occident. Donc là, ça a été assez magique, c'était un bonheur. Et puis l'édition 2024 de Ménard Fair que j'ai voulu dédier 100% aux artistes femmes parce que au Moyen-Orient, en fait, comment c'est venu? Beaucoup de personnes me disent une exposition qu'avec des femmes, mais parce que les femmes au Moyen-Orient ont le droit d'être artistes, ou alors mais les femmes peignent, mais est-ce qu'elles ont des choses à dire? Et je me suis dit: «Mais en fait, on est très, très mal informés». Mm. Les femmes ont toujours été là et elles ont même toujours soutenu leur mari, elles ont toujours été là pour l'art. Même au niveau des acquisitions, en fait, ce sont encore les femmes qui décident de ce qu'elles veulent. C'est elles qui achètent. Dans les pays du Golfe, les femmes n'ont pas besoin de demander à leur mari un budget pour acheter des œuvres, c'est elles qui achètent. Regardez aujourd'hui tout ce qui se passe, ces fondations, ces institutions, ces biennales qui se tiennent en ce moment même. Derrière, ce sont des femmes. J'ai une exposante iranienne qui m'a dit un jour, chez nous en Iran, les femmes sont les gardiennes du temple. J'ai adoré. Regardez aujourd'hui ce qui se passe en Iran pour essayer de faire changer justement ces idées préconçues. Des femmes qui sont prêtes à donner leur vie pour pouvoir faire bouger les choses. C'est les femmes qui le font. Elles ont un courage extraordinaire. Regardez cette jeune fille qui s'est filmée sur YouTube, dévoilée, euh, en train de chanter une de ses créations, et elle sait que probablement elle va être arrêtée et qu'elle va être torturée. Mais elle le fait pour la culture et pour son pays. Je trouve ça extraordinaire. Ah, c'est d'un courage fou. Moi, je suis très admirative de ces femmes du Moyen-Orient qui osent prendre la parole, qui osent s'imposer, notamment sur les réseaux sociaux, pour aider à changer quelque chose. Et c'est ça qui m'a intéressée dans la dernière édition du Ménard Fair. Est-ce que vous avez réussi à changer un petit peu le regard qu'on a sur le Moyen-Orient à travers justement cette édition spécifique dédiée aux femmes? Je dirais que ça a été l'année dernière un moment très fort, très joyeux et avec beaucoup, beaucoup de découvertes. Parce que pour la première fois, on a eu un peu plus de 70 musées qui sont venus visiter Ménart. Les années précédentes, on en avait une quarantaine. Là, on a eu entre 70 et 80 musées qui sont venus non seulement par curiosité,
mais qui sont venus aussi pour acquérir des œuvres pour leur musée. Chose que j'avais beaucoup moins vue les années précédentes de mes art fair. Donc ça, c'est super important. J'ai vu de grands commissaires d'exposition qui sont venus et d'autres gens qui m'envoient encore des messages aujourd'hui pour me dire: «Ah oui, je suis venu l'année dernière à Ménart, est-ce que vous refaites les femmes cette année?» Oui, donc c'est vraiment les femmes, c'est vraiment le sujet des femmes qui les a interpellées. Mais c'est toujours les femmes qui relient tout. Regardez, même nous, quand on veut faire un dîner de famille, qui est-ce qui organise le dîner? Pour convier les enfants, les petits-enfants, les oncles et tantes, ce sont les femmes. Quand il y a un mariage, qui est-ce qui invite? Qui est-ce qui rassemble? Ce sont les femmes. Et donc, pour répondre plus amplement à votre question, je pense que ça a été effectivement important parce qu'il y a eu une prise de conscience de la part du public qu'effectivement, les femmes se trouvaient derrière beaucoup de choses, notamment dans la culture. C'est-à-dire, c'est les femmes qui font travailler leurs enfants, c'est les femmes qui donnent envie aux enfants, par exemple, d'étudier la littérature, la poésie, ou de se lancer, pourquoi pas, dans la musique ou dans autre chose. Il y a des messages très forts. Et on a eu la chance d'avoir des intervenants extraordinaires qui sont venus, comme par exemple Sultan El-Qassimi, qui lui est le président de la Barjil Art Foundation, qui est l'une des fondations les plus importantes au Moyen-Orient et je dirais même dans le monde, et qui lui a expliqué que depuis quelques années, dans sa collection, il œuvrait toujours pour avoir 50 femmes et 50 hommes. Et de plus en plus ça. Regardez ce qui s'est monté aussi récemment, un musée à Mougins qui s'appelle le musée Femmes, FA2M, qui est entièrement dédié aux artistes femmes. Il y a de plus en plus de collections où la femme doit prendre un rôle important. Je vois par exemple des collections, je ne citerai pas des noms parce que c'est inutile, mais qui sont en France de très, très grosses collections qui se disent: «Bah, cette année, on prévoit un budget supplémentaire pour acquérir des œuvres d'artistes femmes». Il y a une notion d'égalité qui revient dans l'art aujourd'hui pour donner la place qu'il faut aux femmes. Si vous voulez, si on veut écrire de manière logique l'histoire de l'art, on est obligé de tenir compte, des femmes parce que surtout dans le monde arabe, parce que dans le monde arabe, les hommes ne pouvaient pas rentrer dans l'univers des femmes. Donc c'était les femmes qui se retrouvaient entre elles et qui parlaient de ce qui se passait. Par exemple, je vois dans les pays, de l'Afrique du Nord, toutes les cérémonies qui se font autour des femmes, la femme avec le henné, la femme avec les robes. Et par ça, on peut comprendre beaucoup plus l'univers des femmes et comment elles vivaient. Et c'est important pour écrire l'histoire de l'art. Je vous donne l'exemple de Baya aujourd'hui dont tout le monde parle, qui est une artiste algérienne qui a été découverte par Aimé Mag alors qu'elle avait 16 ans. C'était une toute jeune femme qui, elle, peignait son univers, donc avec des oiseaux, avec des fleurs, et elle peignait aussi des robes de femmes et des femmes dans diverses situations. Et en fait, en étudiant son travail, qui aujourd'hui, je crois qu'il y a plusieurs musées qui sont en train encore de lui préparer des rétrospectives. Ce qui est important dans son travail, c'est qu'on arrive à mieux comprendre cet univers féminin et à compléter les trous. Et c'est surtout le regard des femmes artistes sur leur univers à ce moment-là. Comment elles pensent aussi. Quel est leur sentiment par rapport à un contexte? Parce que c'est pas toujours les hommes qui décident. Et d'ailleurs, dans les pays arabes, ce qui est intéressant, c'est de voir le rôle de la femme parce que à ces époques-là, hem, la femme avait beaucoup plus de droits que nous aujourd'hui en Europe. La femme avait le droit de conduire avant nous, elle avait le droit d'ouvrir un compte en banque avant nous en Europe et elle avait le droit de voter avant nous en Europe et elle était habillée, hyper coquine dans le Alors, pas monde dans tous arabe. les pays du Moyen-Orient, mais dans quelques-uns, oui. En fait, dans les pays du Golfe, moins parce qu'on s'y intéressait pas autant qu'aujourd'hui, mais je parle dans les pays plutôt plus traditionnels, comme par exemple l'Afrique du Nord,
les pays du Levant, tous soient-ils, et l'Iran. Mais aussi, vous regardez, enfin, je regarde des documentaires sur la Syrie dans les années 50. C'est impressionnant tout ce florissement autour de la femme. Regardez les présentateurs à la télé, c'était des femmes. Heu les lancements d'artistes, c'était les femmes, et cetera. Et puis la femme sait faire passer des messages. Quand une femme veut quelque chose et qu'elle veut quelque chose d'un homme, Elle sait comment l'obtenir. Alors, chez Abramundi, on croit énormément en cette notion de prospérité partagée entre les peuples descendants d'Abraham, qui serait bénéfique pour tous et apaiserait les tensions dans cette partie du monde. Ça nous intéresserait beaucoup de connaître votre perspective sur la façon dont l'art peut créer un environnement propice au dialogue et à la coexistence, tout en développant une dynamique d'échange culturel axée sur ces questions. alors je pense que dans beaucoup de pays, les choses ont déjà été faites, déjà dans les pays aux Émirats arabes unis. Il y a des échanges et il n'y a jamais de tension réelle autour des différentes ethnies, autour des différentes religions. Un artiste, par exemple, israélien, peut tout aussi bien exposer dans les pays du Golfe qu'un artiste du monde arabe. Euh, L'Arabie saoudite est en train aussi de s'ouvrir en ce sens. C'est ce qui est très intéressant. En Afrique du Nord, euh, ça se fait déjà. Il y a pas de problème. Ce qui est intéressant de voir, c'est que en Europe, ces artistes-là exposent, peuvent très bien exposer, se retrouver dans des expositions avec leurs confrères venant de ces pays-là, mais on n'a pas besoin de pointer un pays, parce que finalement, l'art est universel. Peu importe, enfin, d'où vous venez est intéressant pour comprendre le point de départ de la réflexion picturale, mais finalement, on est tous des artistes et l'art est universel. C'est vrai que beaucoup de personnes me disent, mais quand tu fais l'art du MENA, en fait, tu sectarises, tu crées des frontières. C'est vrai, parce que j'ai envie que le public puisse comprendre d'où vient l'artiste pour comprendre ô combien le travail qui est représenté est important. Mais je pense que justement, peut-être que pour 2025, je vais lever les voiles, lever les frontières et pourquoi pas ouvrir vers toute cette magnifique région du MENA, en pouvant dire que tel artiste vient plutôt de telle région, mais sans nécessairement pointer les pays. Mais ce qui m'intéresse vraiment à la base, ce sont les origines du MENA. Par exemple, moi j'ai habité 30 ans au Liban, mais je ne suis pas libanaise. Je ne suis pas arabe dans ma mentalité. Or moi, ce qui m'intéresse, si par exemple il y a un artiste qui habite au Liban et qui a habité 30 ans au Liban et qui postule par le biais de sa galerie pour exposer à Ménart, je ne pourrais pas le prendre parce qu'il n'est pas issu Du Liban. de ses origines. Son sang ne vient pas de ces régions-là. Et ce qui est intéressant dans un artiste, c'est justement que ses parents, ses grands-parents, il y a tout un travail de la mémoire qui est intéressant. Qu'un artiste français qui habite au Moyen-Orient depuis X années n'aura pas. Il aura la mémoire de la mémoire des autres. Donc il pourra réinterpréter la mémoire des autres, mais pas sa propre, pas Voilà. son ADN. Voilà. Donc ce qui m'intéresse, c'est l'origine, vraiment, des artistes de ces régions. Mais en fait, ma question, c'était plutôt comment l'art pouvait contribuer à promouvoir cette prospérité partagée dans la région. Comment faire que les artistes s'engagent dans un avenir commun sur les descendants d'Abraham de cette région, à savoir, on a vécu ensemble à un moment donné, comment aujourd'hui on peut faire que, à travers l'art, on se rejoigne, on se rassemble. Bah, Est-ce c'est qu'il y a possible, vraiment, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut se passer à travers l'art dans complètement, cette vision des choses? complètement. D'abord, il faudrait que quelqu'un lance un thème précis. Donc là, ça peut pas être dans une foire commerciale.
Parce qu'une foire commerciale, c'est les galeries qui exposent leurs œuvres pour les vendre. Ça doit d'abord commencer par une exposition muséale, donc par une institution qui lance ce sujet. D'ailleurs, l'Institut du monde arabe a fait beaucoup de choses dans ce sens. Et ça a été très difficile pour eux parce qu'ils ont reçu aussi des pressions qui ont été tout de suite endormies, évacuées. Moi, je pense que ça, c'est possible et je l'ai vu de mes propres yeux avec les résidences d'artistes. Parce que les résidences d'artistes accueillent des artistes de toute nationalité, de toute confession. Puis d'ailleurs, parler de confession, enfin, moi je trouve ça un peu ridicule, mais on va dire de tout territoire. Et les artistes travaillent ensemble. Parce que les résidences, ce sont que des studios où les artistes travaillent ensemble, se rendent visite et font plein de choses ensemble. Et peut-être que si l'une des résidences lançait justement un appel à projet justement dans ce sens, peut-être que là, ce serait intéressant. Là, ce serait intéressant. Par la ville de Paris ou par le ministère de la Culture en France, puisque nous sommes en France, lancer justement un appel à projet dans ce sens-là. Et bien sûr que les uns ont apporté aux autres. Moi, je l'ai vu en tout cas, avec des artistes palestiniens qui ont été en résidence d'artistes et qui ont côtoyé des artistes israéliens. Et ben, en dehors de leur pays, ils se sont hyper bien entendus et ils ont créé, ils ont fait des œuvres ensemble. Vous avez des exemples concrets à nous partager justement sur Bah, certains artistes qui ont œuvré pour les échanges oui, identitaires et culturels dans l'art? ils ont même créé des œuvres communes sur le regard de l'un par rapport à l'autre, mais étant chacun dans son propre pays. Donc il y avait avec beaucoup d'énervement et de tension. Mais puisqu'ils étaient en France en résidence d'artistes, tout ça n'avait plus sens. Et donc ils en ont parlé ensemble, ils sont devenus super potes, et ils Ben ont oui, créé parce que des œuvres ensemble. c'est l'endroit où les gens peuvent s'écouter, entendre ce qu'ils ont Bah, il faut être sur le cœur. déconnecté, il faut être de- déconnecté de la politique. Qu'est-ce Et qui puis il fait faut les être pressions? déconnecté de sa réalité du moment surtout. C'est pour ça que c'est bien que ça se passe en dehors. Ce qui fait les tensions entre les trois religions monothéistes, Heu, c'est, les intérêts et les pouvoirs des uns et des autres. À un moment donné, encore une fois, un artiste est témoin de son temps. Et pourquoi est-ce qu'un artiste, devrait naître fâché contre un autre artiste? Heu, c'est en se retrouvant en dehors de leur contexte géopolitique que là, ils peuvent créer ensemble. Mais ça doit être fait par notre gouvernement. Enfin, ça doit être lancé officiellement et pas par un privé. Un privé, qui est-il pour pouvoir dire: «Je vais faire la paix dans le monde»? Non, il faut que ce soit officiellement annoncé. C'est sûr qu'il vaut mieux que ce soit officiellement annoncé, mais si on peut démarrer par des initiatives, même individuelles, de petits groupes qui peuvent donner l'impulsion et commencer, nous c'est ça dont on aime parler chez Abramundi, on aime parler de personnes qui un jour prennent la parole et qui veulent s'engager dans cette vision commune des descendants d'Abraham, qui peuvent se rencontrer, qui peuvent travailler ensemble, qui peuvent faire du commerce ensemble, qui peuvent chanter, danser ensemble, toutes ces choses qui font qu'on peut se rassembler sur nos valeurs communes qu'on partage et depuis des siècles. Et on a besoin de relancer un petit peu cette vision de cette région du Moyen-Orient parce que ça peut contribuer à faire changer les choses. En tout cas, c'est ce que nous, on promeut et on aimerait que ça se passe comme ça. Donc oui, on veut montrer ce qui se passe de bien, de positif, que chaque personne peut faire à son échelle. Ça, c'est réellement fait, mais je n'ai pas pointé le doigt en disant: «Un tel vient de tel pays» ou «Un tel vient de tel pays». Mais ça l'a été. On avait aussi bien des artistes, d'Iran, des artistes d'Irak, des artistes du Yémen, des artistes du Pakistan, du Kazakhstan, heu et d'autres. Et tout s'est très bien passé. Les artistes arrivent à communiquer entre eux, ils arrivent Ah oui. à parler de ce qui leur tient à cœur, de leurs questionnements, de pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi ça se passe comme ça. Ils arrivent à entretenir un dialogue comme ça interculturel les uns avec les autres. Bah, lorsqu'il y a une possibilité pour les réunir, oui, mais à distance, je vois pas trop comment.
Mais il faut qu'ils se rencontrent. Donc il faut les Il faire faut se créer la rencontrer rencontre, il faut la créer, exactement. autrement, mais bien entendu. Bien entendu. C'est pour ça que je trouve encore une fois que les résidences d'artistes, c'est super. Et voici aussi pourquoi dans les résidences d'artistes, ils aiment mélanger les, les endroits d'où viennent les artistes. Forcément, c'est vachement intéressant. C'est l'échange, c'est le partage. Et l'art, c'est l'échange et le partage. En fait, pourquoi devoir dire, mettre l'accent trop fortement, trop formellement sur un idéal? L'idéal, il est déjà là. L'idéal, il s'est déjà montré. Mais simplement, il faut ouvrir ses yeux pour le voir et le comprendre, que le dialogue est possible et que Ah mais moi l'échange j'y est crois que le possible. dialogue est possible, c'est ce que je répète à longueur de journée. J'y crois et justement mon but c'est de montrer que ça existe. C'est pour ça que je fais que j'ai fait appel à vous pour cet Abratos pour que vous montriez votre quotidien, que ça existe, que vous voyez ça dans toutes vos expositions, dans tout ce que vous avez accompli jusqu'ici et que vous continuerez à accomplir par la suite. C'est ça qui m'intéresse. Alors justement pour l'avenir, si on se positionne d'ici 10 ans à horizon 2035, quelle est votre vision pour la scène artistique et culturelle de la région? Qu'est-ce que vous voyez arriver? Parce qu'il va y avoir de plus en plus d'art, de plus en plus d'échanges culturels, de plus en plus de compréhension mutuelle, de dialogue. Oui, dans la mesure où on est de plus en plus en contact les uns avec les autres. C'est tellement facile aujourd'hui de contacter quelqu'un qui se trouve au Zimbabwe. Qu'est-ce qui nous retient d'une grande personnalité? On dit pas que on est à 3 contacts de la personne, suprême que l'on veut rencontrer. Donc qu'est-ce qui nous retient aujourd'hui? C'est quoi? Bah, rien. Rien. Donc Il faut au niveau oser, de il faut y l'art, aller. il faut y aller, il faut pas rester enfermé chez soi en disant: «Ah j'aimerais mais je peux pas». Moi, pourquoi j'ai créé toutes ces foires? Parce que je ne savais pas qu'impossible, existait. Moi, je comprends pas ce mot-là. Donc je me suis dit: «Et why not?» Et je l'ai fait. Et c'est peut-être pas encore le Graal, mais ça le deviendra. En tout cas, il en reste quelque chose. Et en tout cas, dans les archives, il en reste. Je vois, en lisant, des textes, sur internet, de petits jeunes, bah, qui sont aujourd'hui des adultes, qui ont repris, des choses que j'avais dites à l'époque et qui le citent dans leur mémoire de soutenance. Et je me dis: «Ah ouais, j'avais dit ça, je me rappelle pas». Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on reste, il y a des restes et ce qui compte, c'est comment évoluer par rapport, aux années précédentes. On doit tous toujours évoluer, autrement on fait rien et je pense que l'art a un grand rôle justement, hem, où les choses vont évoluer de plus en plus et comment ça va se faire, j'en sais rien et qui le sait finalement? Mais je pense qu'il va y avoir beaucoup plus, en tout cas, de sélection par la qualité. Je pense qu'il faut être beaucoup plus, rigoureux dans la sélection. Ça sert à rien de présenter des œuvres, qui veulent rien dire. On peut, mais dans des endroits, pour ça. Mais je pense que si on a vraiment des choses à dire, chose que peuvent dire les boutiques art fair, on peut se le permettre, parce qu'on a peu de galeries et que le message est entendu tout de suite, je pense que oui, on a un rôle, à jouer là-dedans et je pense que de pouvoir faire la sélection par la qualité est ce qu'il faut faire dans les 10 prochaines années. Alors, je rebondis là-dessus justement sur ce que vous imaginez qui serait bien de faire dans les 10 prochaines années. Quels conseils donneriez-vous aux jeunes artistes de cette région justement pour aborder cette question d'exigence et de rigueur dans l'art et par rapport justement à cette vision de partage du Moyen-Orient. Allez visiter des expositions, qu'elles soient dans votre ville ou dans votre pays. Si vous pouvez pas voyager, regardez, les sites des grands musées, des 10 plus grands musées du monde. Lisez, lisez, puisque par la lecture, on peut comprendre ce que l'artiste a voulu dire par les interviews. Lisez les textes des commissaires d'exposition, l'angle qu'ils ont voulu donner. Et après, si vous avez commencé à être reconnu dans votre pays, essayez de faire des résidences d'artistes parce que là, ça va être, d'une richesse absolue pour les artistes.
C'est ces échanges, rien ne vaut les échanges. On est fait pour vivre ensemble, on est fait pour être connectés, on est fait pour aller puiser une source nouvelle dans l'esprit de l'autre. C'est humain, on est fait pour ça. Donc c'est pour ça que moi j'y crois, en tout cas à la paix passant par l'art. Parce qu'on est conçu pour être, nous sommes des atomes et on peut pas vivre, sans être connecté avec un autre atome. Et vous pensez que cette nouvelle génération d'artistes, elle est engagée dans cette évolution positive euh, de la prospérité partagée, de la coexistence dans cette région du monde? Vous pensez que la nouvelle génération d'artistes qui émerge là, elle va aller dans ce sens? Je pense que ça dépend encore des artistes, mais de plus en plus, oui, les artistes ont besoin d'échanger. Donc oui, ils vont aller vers des réflexions communes. Déjà, il y a déjà des forums sur les réseaux sociaux d'artistes qui réfléchissent ensemble. Donc ça, c'est super intéressant. Ils échangent déjà ensemble les derniers travaux qui y sont faits et ils l'ouvrent hein, à ceux qui veulent rentrer dans ce forum. Vous avez art et musée, vous avez artistes indépendants, il y en a plein et par région aussi. Ça, Et ils ont besoin. Mais vous voyez, ça ne se faisait pas il y a 10 ans. C'est maintenant. Et avec l'intelligence artificielle, ça va être passionnant, mais passionnant. Et nous, on doit être témoins de ça. Et nous, on doit surfer dans cette vague, justement pour savoir les accompagner. Vous avez un rôle à jouer dans les médias, justement, pour pouvoir colporter cette bonne nouvelle. alors, pour conclure, si vous aviez une baguette magique, que vous aviez 3 vœux à faire pour cette région particulière, quels vœux vous souhaiteriez voir se réaliser? La paix. Ça, c'est le numéro un et j'œuvre, sur ça depuis, bah, c'est dans mon ADN, hein, puisque déjà mes parents le faisaient. Donc plus que jamais, oui, la paix dans cette région du Moyen-Orient parce que, chaque région, a fait des recherches et a des mystères, qu'ils ont su chacun, en fonction de là où ils viennent, apporter. Donc c'est, comme on dit en anglais, leur héritage. Et je trouve que l'héritage est un joli mot pour dire le patrimoine et de savoir ce qu'ils ont en eux. Donc c'est le partage qui serait un synonyme peut-être du premier pour la paix et, ensemble pouvoir rebâtir toutes ces terres autour d'échanges encore. C'est la paix, c'est l'échange, c'est le partage et c'est s'intéresser à la culture de l'autre. On rêve tous ça, de s'intéresser à leur culture de l'autre, faire tomber les voiles et de créer ensemble. Ouais. Vous avez bien résumé Abramundi, hein. On essaye de construire un avenir commun dans cette région du monde avec tous ces peuples qui descendent d'un même patriarche et qui ont beaucoup plus à partager qu'à se disputer. Et à travers l'art, on espère que chacun de ces artistes va aller vers l'autre pour le comprendre, pour l'apprivoiser et pour faire ressortir ce qu'il y a de mieux en lui. Ça se fait déjà, mais qu'on il faudrait qu'on entende plus parler parce que ça se fait déjà et timidement encore. Mais je pense que l'avenir nous réserve beaucoup de très belles surprises. En Et tout cas, c'était un réel plaisir de vous écouter, de vous voir. Vous êtes solaire, c'est merveilleux d'avoir autant de bonnes initiatives qui nous donnent envie de continuer à faire ce qu'on fait chez Abramundi en tout cas. Et on vous souhaite beaucoup, beaucoup de merveilleux événements. On espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. On espère aussi qu'on va bientôt se revoir. Je viendrai voir Ménard faire la prochaine, en tout cas j'y serai. Et j'ai été ravie vraiment de vous ben, je vous accueillir sur remercie beaucoup. Abratalks. Merci de votre éclairage artistique et culturel sur cette région du monde. À très bientôt. Je dirais juste un dernier mot. Lors du dernier Ménart, nous avons eu la chance d'avoir la visite de Sa Majesté impériale Faradiba, qui elle a dit, et vous pouvez le voir sur notre site internet, pardon, elle a dit, c'est par l'art que nous triompherons. Ce sera ma phrase finale. Magnifique, magnifique phrase finale. Merci Laure. À très À vite. bientôt. Au revoir.
Au revoir. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker et à partager. N'oubliez pas de suivre Abramundi sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Twitter et Facebook, ainsi que sur notre canal WhatsApp. Restez à l'écoute, d'autres épisodes seront bientôt disponibles.